Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Tout le monde peut-il faire de l'immobilier? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de démarrer sur un sujet polémique qui était de se poser la question, mais est-ce que tout le monde peut réellement investir en immobilier ou est-ce que l'excuse qu'on dit « non mais l'immobilier n'est pas fait pour moi », est-ce que c'est quelque chose qu'on peut entendre? Est-ce qu'il y a des catégories de la société pour lesquelles l'immobilier n'est pas propice? Ou est-ce qu'en réalité, tout le monde peut bien faire de l'immobilier? Voilà, c'est la question qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Donc, on a Cyril sur le podcast. Pour l'instant, vous n'avez pas l'habitude, mais vous allez tout doucement l'apprendre, cette habitude d'avoir Cyril sur le podcast. Donc, on va débattre ensemble. Est-ce que tu veux commencer ou je commence? Déjà, bonjour à tous. Je pense qu'on peut déjà commencer peut-être par introduire qu'est-ce que l'immobilier. Parce que tu as parlé d'immobilier, donc juste être sûr qu'on parle bien d'investissement locatif et quel type d'investissement locatif dont on parle. Parce qu'il y a plein de façons d'investir en immobilier. Alors, je suis tout à fait d'accord. Alors, ce serait quoi pour toi les différentes façons que tu aurais en tête déjà? Juste on balaye l'ensemble des façons d'investir en immobilier. Parce que la résidence principale, on peut quand même la noter. Oui, ça peut être vu comme un investissement. Ouais, d'acheter sa résidence principale, ça peut être vu comme un investissement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on va prendre la solution la plus simple, qui est d'aller chez le banquier, de signer 3 papiers et de devenir propriétaire pour faire de la défiscalisation, avec par exemple un programme Pinel. C'est de l'investissement immobilier. On est d'accord? Ouais. Le troisième point, on est toujours chez notre banquier. On peut faire de l'immobilier passif à travers des SCPI. Donc on prend des parts d'une société dans laquelle elle investit dans de l'immobilier, qui peut être aussi bien résidentiel, mais surtout de bureaux. Et pareil, c'est complètement passif, c'est de l'investissement. On peut avoir un effet de levier avec la banque parce qu'on peut emprunter de l'argent. Et quatrièmement? Et quatrièmement, c'est l'investissement locatif plus, on va dire, classique, mais surtout rentable, qui est d'aller prendre son propre petit bâton de pèlerin, d'aller faire des visites par soi-même, d'aller négocier des biens avec un agent immobilier ou un vendeur, et donc d'investir en achetant un immeuble, un appartement qu'on va ensuite mettre en location, aussi bien longue durée que courte durée. Alors, par rapport à ce que tu as fait comme introduction, donc, est-ce qu'on peut dire que acheter sa résidence principale, c'est possible pour tout le monde déjà ou pas, selon toi? Est-ce que le CDI est obligatoire? Non, le CDI, c'est fini. On est en 2024, Dorine. On peut très bien investir en CDD, en étant freelance, en étant chef d'entreprise. Bien évidemment, c'est pas parce qu'on vient de se lancer qu'on va aller voir le banquier ou voilà les périodes d'essai. Je pense que tout le monde est bien au courant de tout ça. Mais cassons le mythe du CDI où on n'a pas forcément besoin de l'avoir. Ouais. Bah alors attends, juste j'ai envie de te challenger. Comment tu sais ça? Parce qu'il y a des gens qui vont écouter, qui vont dire mais non, mais n'importe quoi, il faut un CDI pour investir, c'est connu et reconnu. En vrai, t'as vu des gens investir sans CDI ces derniers temps? Déjà, je peux prendre l'exemple de moi-même. J'étais pas en CDI, j'étais, on va dire, chef d'entreprise ou plutôt freelance, entrepreneur, travail à mon compte. Donc voilà, j'avais ma société, mes bilans, donc pas de CDI, pas de salaire, juste une rémunération de gérant de société. Bah, peut-être que c'est grâce à moi du coup qu'on a eu le prêt, vu que j'avais moi un CDI, tu vois? Mais après, c'est effectivement à travers le club des investisseurs sereins, on le voit, toutes les personnes qu'on peut accompagner. Effectivement, il y a des personnes qui sont en CDI depuis des années dans une société, mais ça peut aussi bien être des personnes qui sont en CDD, des personnes qui viennent de créer leur activité entrepreneuriale. Bien évidemment, ce n'est pas à chaque fois des cas simples, isolés. Il faut regarder dans sa globalité le foyer fiscal. Peut-être effectivement, on a pris l'exemple que moi, j'étais à mon compte, toi en CDI. Forcément, le banquier regarde le dossier d'une manière générale. Après, on a accompagné Laurence qui était au chômage. On a accompagné des personnes qui avaient des profils un petit peu plus compliqués qu'un simple CDI et qui, au final, avec un bon dossier, un bon projet, une bonne présentation, du sérieux, du coup, on arrive à faire mouche avec le banquier pour trouver son partenaire.
Ok, donc en gros, le CDI, c'est pas, j'essaie de faire un résumé, c'est pas, on va dire, l'absolu qu'il faut absolument avoir, sinon on peut pas avancer. L'idée, c'est plutôt, oui, c'est sûr qu'un CDI, c'est pratique, c'est mieux, mais si jamais on justifie de revenus réguliers avec une situation cohérente, etc., là, ça peut passer potentiellement avec un banquier. Donc, premièrement, on enlève ce mythe du CDI. C'est pas parce que vous n'êtes pas en CDI que vous ne pouvez pas emprunter. Ensuite, le deuxième point, tu as parlé de l'immobilier papier, alors à la fois le Pinel et ensuite tu as parlé des SCPI, qui sont deux façons d'investir également en immobilier, tout en utilisant l'effet de levier. Ça, typiquement, je ne sais pas si on va l'aborder vraiment sur le podcast, mais grosso modo, on est d'accord que si le banquier te le propose, c'est qu'il est d'accord de te suivre, quoi. Ouais, il faut s'imaginer que vous êtes face au banquier, il vous fait signer un papier, donc forcément lui, au moment où vous signez le papier, il va prendre sa commission. Mais bien évidemment, la banque va prendre sa commission, l'intermédiaire va prendre sa commission. Donc voilà, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché qui vont prendre leur commission. Et donc forcément, vous qui arrivez en bout de chaîne, la rentabilité, elle est pas waouh, quoi. Et en règle générale, c'est pas en règle générale, c'est à chaque fois, c'est un effort d'épargne chaque trimestre. Parce qu'en règle générale, une SCPI, ça livre ses revenus tous les trimestres. Donc voilà, c'est comme le Pinel. Au final, on va se retrouver avec une réduction d'impôts. Mais quand on refait les calculs, il y a bien un effort d'épargne quelque part à faire. Ouais. Et donc, maintenant, on va enfin parler du point qui nous intéresse, qui est le quatrième exemple dont tu nous as parlé, qui est l'investissement locatif, où nous, on va nous-mêmes faire de l'immobilier, c'est-à-dire on va faire nos petites visites. Et notre objectif n'est pas de vivre dans le bien, mais bien de mettre en place des locataires dans ce bien. Donc, dans ce cas, première question, parce qu'on se pose la question, c'est bien l'objectif du podcast, c'est est-ce que tout le monde peut faire de l'immobilier ? Est-ce que déjà, il faut avoir sa résidence principale pour pouvoir acheter un bien locatif ou est-ce que ça, c'est pas une condition ? C'est absolument pas une condition. Je pense qu'on est encore un exemple en la matière. On n'a pas acheté notre résidence principale alors qu'on a acheté un premier immeuble, un deuxième immeuble, un troisième immeuble. On était locataire à Paris. Donc pas besoin d'avoir finalement d'être propriétaire de sa résidence principale. Et d'ailleurs, je me demandais par rapport aux membres du club, c'est quoi ? C'est la moitié ont déjà leur résidence principale et l'autre moitié l'ont pas, quoi ? C'est à peu près ça ? Ouais, c'est à peu près dans ces eaux-là, quoi. Ouais, donc dans les gens qu'on accompagne, la moitié sont locataires et l'autre moitié sont propriétaires. Moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, en tout cas aujourd'hui, si vous êtes en avance de phase, c'est n'essayez de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, que plutôt les yeux plus gros que votre porte-monnaie. Donc, essayez de minimiser au maximum votre loyer, parce qu'en fait, le loyer vient amputer votre capacité d'endettement. Donc, plus aujourd'hui vous payez un loyer pour votre résidence principale élevé, moins vous pourrez emprunter pour votre investissement locatif. Donc voilà, le meilleur conseil que je peux donner, c'est vivons dans un petit appartement, le temps de faire ses investissements locatifs et après vous pourrez voir plus grand. Oui, en fait, ça c'est intéressant, c'est de se dire le temps qu'on fait ses investissements locatifs. En fait, la résidence principale pour moi est un luxe. Je sais pas comment dire, c'est une dépense, alors que ce soit en. Alors tu vas peut-être mettre des bémols sur ce que je dis, mais c'est en tout cas c'est une dépense de consommation pour notre confort à nous. Et si on veut trop de luxe, c'est-à-dire soit une résidence principale qu'on achète, mais qui était entre guillemets trop cher pour nous avec des grosses mensualités et ou qu'on est locataire dans un bien au top du top avec une vue magnifique, etc. et que en fait ça nous fait un loyer énorme, le plus malin c'est d'avoir le plus faible montant à payer tous les mois pour vivre dans sa résidence principale, que ce soit une mensualité ou un loyer en réalité. Ouais. Ok, donc ça t'as déjà enlevé le mythe de la résidence principale nécessaire. Mais non, parce que du coup j'ai quand même un complément à apporter par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des banquiers, malheureusement ou pas malheureusement, peu importe, mais en tout cas qui peuvent avoir le discours suivant. On le voit parce qu'on a des membres du club qui, au quotidien, vont voir des banques pour obtenir leur financement et ont le discours du banquier en mode « Ah, mais vous n'avez pas votre résidence principale et vous voulez investir en locatif ?» Ah bah, allez acheter votre résidence principale, soyez propriétaire de votre résidence principale et après venez nous voir pour faire un investissement locatif parce que c'est dans ce sens-là qu'il faut faire les choses. Et malheureusement, les banquiers tiennent encore ce discours-là. Donc, Pas tous. Pas tous. Heureusement, au moment où le banquier nous sort ce discours-là, bien évidemment, nous, on va aller lui présenter les choses, que ce n'est pas forcément vrai ce qu'il est en train de dire. Mais en général, ça peut être peine perdue. Donc autant écourter son rendez-vous et aller toquer à la porte du bureau voisin
potentiellement dans la même banque où le conseiller bancaire d'une même banque aura une vision ou un avis différent et vous obtiendrez quand même un financement bancaire ou en allant directement dans une autre banque. Et donc, maintenant, est-ce que l'investissement locatif, il est fait pour tout le monde ? Donc, on a bien compris que c'est pas grave si j'ai pas forcément ma résidence principale. Donc, imaginons, je suis locataire, j'ai des revenus réguliers depuis plusieurs années ou mois. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle je peux me dire « Non, mais c'est pas fait pour moi » ? Est-ce qu'il y a des cas où ce serait pas fait pour soi ? Après, on est là pour dire la vérité aussi, Dorine. On va pas se mentir en se disant que faire de l'immobilier et de faire des visites, de faire des travaux, de mettre un locataire, ça se fait en un claquement de doigts. Il faut quand même se donner les moyens de mener son projet. Donc, c'est-à-dire qu'il faut quand même allouer du temps sur son projet, y mettre quand même une certaine priorité par rapport à son quotidien. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile et tentant de se connecter le soir sur Netflix et d'être complètement passif derrière son écran, derrière une série lambda, que d'aller sur Le Bon Coin pendant 1 heure. Et encore, quand je dis sur Le Bon Coin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui nous écoutent et qui vont sur Le Bon Coin, mais d'une manière, je pense que tu es mieux placé que moi pour le savoir, en mode avachi sur son canapé, en train de scroller, et c'est pas du tout efficace. Quand je dis on passe 1 heure de sa soirée pour aller sur Le Bon Coin, voilà, on sait de quoi on parle, Dorine, en termes de méthodo. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire peut-être sacrifier des samedis pour aller faire quelques visites ou des fins de journée. Voilà, donc oui, c'est pas fait pour tout le monde, mais en même temps, il n'y a rien de compliqué, c'est juste une histoire d'envie, de priorité, de motivation. Donc, premièrement, on exclut les gens qui n'ont pas l'envie, la motivation et qui sont prêts à mouiller la chemise, comme tu dirais. Voilà. En gros, pour toi, déjà, c'est la première condition, c'est que si tu as envie de faire aucun effort, déjà, laisse tomber. Mais bon, j'imagine que les gens qui écoutent le podcast... Et ils prennent déjà le temps de s'informer. Donc, ça veut dire qu'ils sont quand même motivés. Imaginons quelqu'un de motivé, donc. Mais qui va se dire, par exemple, oui, mais moi, je suis indépendant, j'ai pas des revenus hyper stables. Comment je peux faire ? Est-ce que ça vaut la peine ou est-ce qu'il vaut mieux que j'attende d'un jour avoir des revenus plus stables dans 3 ans ? Est-ce que tu as envie de lui dire, écoute, commence par quelque chose de plus petit, c'est pas grave. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais plutôt tendance à dire. C'est que on n'a jamais les conditions optimales dans sa vie pour investir. Enfin, moi, j'ai cette impression. C'est-à-dire que si tu attends d'avoir le CDI parfait, avec des hauts revenus, plein d'épargne de côté, du temps à allouer parce que tu as entre guillemets que ça à faire et que tu t'ennuies limite le soir et le week-end, si tu attends ce moment-là, il arrivera absolument jamais. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Donc, moi, ma philosophie, en tout cas, et c'est comme ça que je vois les choses, c'est que en général, il y a quand même toujours quelque chose à faire en immobilier pour à peu près tous les profils. Sauf, et justement pour moi, il y a une exception qui est super importante, mais tu vas me donner ton avis, c'est que pour moi, le point noir ultime pour ne pas investir en immobilier, c'est les personnes qui n'ont pas, en tout cas en investissement locatif, des gens qui n'ont pas d'argent de côté au départ. Oui. Là-dessus, on est complètement alignés. Tu vois, c'est-à-dire que pour moi, la seule condition, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a des revenus qui sont pas très stables, mais que ça peut se justifier, en tout cas que le discours est cohérent et qu'on comprend les choses, et que tu as de l'argent de côté. Alors, quand je dis de l'argent de côté, pour moi, mon minimum, c'est 20 000 euros. Moi, j'aime bien utiliser ce montant-là, parce que 20 000 euros, entre guillemets, c'est un peu un gage de sécurité minimale pour un investissement immobilier. Enfin, moi, je sais pas, c'est mon avis. Peut-être que moi, je vois les investissements trop gros, mais même pour un investissement à 100 000 euros, je trouve qu'avoir 20 000 euros de côté, c'est du confort. Et que surtout, si on a un dossier compliqué, ça permet de pouvoir mettre un petit peu d'apport pour faciliter les choses, mettre de l'huile dans les rouages pour que la banque, elle dise oui plus facilement. Mais par contre, quelqu'un qui n'a pas cet argent de côté, pour moi, son premier problème, c'est déjà de réussir à mettre de l'argent de côté avant de commencer à investir en immobilier. Voir si jamais il se dit ça va lui mettre 1000 ans avant de réussir à mettre de l'argent de côté. Et ça peut arriver. Dans ce cas-là, c'est que l'investissement locatif n'est peut-être pas fait pour la personne, mais qu'un simple investissement en RP peut peut-être être suffisant, du coup, et peut-être plus prudent pour quelqu'un qui n'a pas l'argent de côté nécessaire. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, Non, mais là-dessus, on est complètement alignés. On ne va pas aller investir en immobilier et se mettre à risque si on n'a pas suffisamment de fonds de côté, de liquidité pour voir venir. Après, toi, tu me connais, tu sais que je suis quelqu'un de prudent et que j'ai besoin d'avoir un minimum de côté pour pouvoir lancer le moindre projet. Donc, oui, je suis complètement aligné. Voilà, donc moi c'est ça, la conclusion que j'ai envie de faire de l'épisode.
Attends, moi j'ai pas envie de conclure l'épisode de suite. Ah bon ? Parce qu'on a parlé tout à l'heure rapidement de tout ce qui était motivation, focus et priorité. Mais je veux quand même souligner parce que la question c'est quand même, est-ce que l'immobilier est fait pour tout le monde ? En soi, j'ai quand même envie de dire qu'il n'y a rien de compliqué pour investir en immobilier. Ce ne sont que des choses ou des obstacles à franchir. Et chaque obstacle, chaque petite chose, si on lâche, c'est un point de rentabilité qu'on va lâcher au fur et à mesure du chemin, qui en bout de chemin va se transformer en un investissement lambda versus un investissement rentable. Donc tout ça pour dire que c'est fait pour tout le monde et on n'a pas forcément besoin d'être ingénieur, on n'a pas besoin d'être prof de maths, on n'a pas besoin d'être artisan, on n'a pas besoin d'être agent immobilier, on n'a pas besoin d'être, qu'est-ce que je peux dire d'autre, gestionnaire ou ça en fait. Grand connaisseur du sujet. Exactement, donc voilà, les choses on peut les apprendre. Après on fait face à la réalité du terrain et il faut juste être malin, discipliné, rigoureux pour surmonter chacune des étapes de l'investisseur. Très bien, donc le petit résumé, c'est la résidence principale, c'est l'investissement le plus facile et si jamais vous ne voyez pas faire de l'investissement locatif, moi je dirais quand même qu'il faut faire de la résidence principale. Et si jamais vous voulez vous lancer dans le locatif, je pense que c'est atteignable pour pas mal de personnes, mais il faut avoir de l'argent de côté pour commencer en investissement locatif, pour moi plus qu'en résidence principale. Parce qu'en fait, si tu n'as pas d'argent de côté en locatif, en fait, tu peux vite être mal barré, alors qu'entre guillemets, si tu finis pas tes travaux de ta RP, au pire, tu dors sur un matelas par terre dans ta chambre qui n'est pas rénovée. Mais, tu vois, tout va bien. Alors que si tu te retrouves avec un appartement dont les travaux n'ont pas pu être finis pour X raisons parce que tu as eu des soucis, tu peux pas le louer, tu as ta mensualité qui va commencer à tomber. Et là, du coup, tu es vraiment mal barré par rapport à une RP où, entre guillemets, tu peux encore installer une tente ouais, tu peux dans traîner ton dans salon, tes travaux, quoi. Et tu peux traîner dans tes travaux et reporter à plus tard de refaire la salle de bain, quoi. Alors qu'en l'occurrence, quand tu es un investissement locatif, tu n'as pas cette marge d'erreur qui est autorisée, quoi. Bon, voilà, j'espère que ça vous a motivé. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. À bientôt.